Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes sur la chaîne, vous êtes sur la chaîne Lumière du Congo et sur YouTube. Voilà. Donc présentez-vous, votre nom et puis on va poursuivre. Voilà. Donc moi, je m'appelle Lolo. Donc ici à Paris, à Château-Rouge, je fais souvent des interventions politiques depuis. Donc j'étais dans les pays du Sahel pendant le Covid. Donc j'ai fait beaucoup d'humanitaire dans les pays du Sahel, Burkina, etc. Donc l'année dernière, je suis revenue en France en fait en août l'année dernière parce qu'au départ, auparavant j'étais à l'est de l'Afrique, donc j'ai parcouru beaucoup de pays africains. Ouais. Et j'ai eu le temps aussi en fait. Donc j'étais d'abord contactée au sujet du Congo lorsque 12 000 hectares de terre avaient été vendus. D'accord, ça avait commencé par 12 000 hectares de terre. D'accord. Et quelques jours après, on m'a annoncé qu'il y avait une manifestation autour de l'ambassade du Rwanda au sujet de ces terres-là. Donc on était très peu nombreux, on n'était que 10. Mais on était très efficace et on a pu expliquer mettre notre point de vue. Et on a pu en fait avoir quelqu'un qui a été reçu à l'Élysée. Voilà. Parce qu'il faut comprendre un peu l'histoire du Congo, parce que je crois que le problème c'est que le Congo a une histoire. Le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo a une histoire. Ouais. L'histoire du Congo n'a pas commencé aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de dire. Les relations entre la France et le Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui, dans les années 90, ça a commencé il y a très très longtemps. Donc comme il disait, par exemple, ils ont organisé des manifestations, ils n'ont pas été accueillis à l'Élysée. Moi, je vais vous dire, c'est mon expérience. On était 10 au sujet de cette manifestation, et quelqu'un a été accueilli de notre groupe à l'Élysée. Donc moi, comme je dis, je me suis joint à différentes personnes pour comprendre ce qui se passe au Congo, pourquoi ça ne change pas. Donc c'est pour ça que je suis allée dans différents groupes. Donc mon parcours, c'est moi, j'ai appris comment on enlève les dictatures, d'accord? Et en fait, ça a été utile pour moi, j'ai appris ça aux États-Unis. Ça a été utile pour moi, pourquoi? Parce que ça m'a forcé à analyser les dictatures et à analyser ce qui se passait. Donc c'est par exemple ici, pour le Congo-Brazzaville, ça m'a permis de comprendre ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Et comme j'appelle à le dire, pour que les choses changent au Congo-Brazzaville, puisque on voit tous les caractéristiques qui sont utilisées pour installer une dictature, etc., c'est-à-dire la division entre les gens, la démolition de l'opposition, puisque vous avez décrit qu'il y avait une grosse opposition, mais aujourd'hui elle a tari, les gens qui ont peur, voilà. Et en fait, donc c'est pour ça que j'ai étudié les dictatures pour comprendre. Et pour comprendre ce qui se passe au Congo-Brazzaville, il faut connaître l'histoire du Congo-Brazzaville. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Et l'histoire du Congo-Brazzaville, comme je dis, ça ne commence pas dans les années 70. Parce que effectivement, il y a eu plusieurs vagues d'immigration dans le Congo-Brazzaville. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez en France ici, comme on dit par exemple en 2015, vous aviez des émeutes des jeunes. La plupart de ces jeunes sont nés en France, ont la nationalité française, leurs parents viennent du Maghreb. Et ils avaient les émeutes parce qu'on les considérait pas comme des Français. Donc au Congo-Brazzaville, il peut y avoir ce phénomène-là, et c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Et comme je dis, au Congo-Brazzaville, toutes ces vagues ont créé des divisions, puisque chacune de ces vagues a voulu garder le pouvoir pour soi-même. Et là, comme on dit, les gens parlent de Mboshi, etc., etc. Moi, personnellement, je vois tous les Congolais comme des Congolais. Que ce soit Mboshi ou quoi que ce soit, ici, les gens m'ont critiqué parce que je suis allée dans, entre guillemets, des cafés tenus par des Mboshi. Mais moi, j'ai dit très clairement, j'étudie la dictature du Congo-Brazzaville, il faut que je discute avec tout le monde. Il faut que je comprenne le point de vue de tout le monde. Je suis aussi allée discuter avec les gens de l'USK, d'accord, qui veulent la partition. J'ai discuté avec plusieurs mouvements. Là, par exemple, je suis en train de soutenir Donald ce jour-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut mettre le Congo-Brazzaville dans les médias est important pour aider à résoudre le problème qui se pose au Congo-Brazzaville. Parce que le problème fondamental, c'est quoi? Le problème fondamental du Congo-Brazzaville, c'est que c'est un pays qui a été totalement ruiné. Je vous donne un exemple. Vous avez Singapour. Singapour, dans les années 40, 50 ou 60, était 20 fois plus pauvre que le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, Singapour est considéré comme un pays extrêmement riche, avec le QG général de beaucoup de banques. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville va quémander au FMI, à la Banque mondiale pour de l'argent. Nous, quand on a étudié, moi, quand j'ai étudié l'histoire du Congo-Brazzaville, mon point de vue est clair. Le FMI, la Banque mondiale, vous ne devez pas donner d'argent au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent a été détourné dans les paradis fiscaux. Il suffit de regarder les Panama Papers, où on nous révèle que dans les paradis fiscaux, dans les BVI, etc., il y a plus de je ne sais pas combien de milliards de dollars
qui sont détenus par des individus du Congo-Brazzaville. Donc maintenant, on regarde les problèmes du Congo-Brazzaville. Le problème du Congo-Brazzaville, c'est, comme on dit, des gouvernants qui ont été là et qu'on excuse, et qui ont été incompétents. C'est comme dans les entreprises. Dans les entreprises, il peut y avoir des gens qui sont incompétents. Voilà, dans une entreprise, il peut y avoir des gens qui sont incompétents. C'est pour ça, régulièrement, on fait des licenciements. Au Congo-Brazzaville, des gens sont arrivés incompétents pour les intérêts du Congo-Brazzaville. Mais ils ont été compétents pour les intérêts d'autres personnes, d'autres peuples. C'est d'autres peuples. Parce que quand il a promis pour la jeunesse 2024 100 000 emplois, effectivement, il y a eu 100 000 emplois qui ont été créés dans un autre endroit. Quand il parlait le Congo-Brazzaville d'avenir émergent, il ne parlait pas du Congo-Brazzaville. Il parlait pour un autre pays. Et moi, j'ai dû analyser. Quand j'analyse, je suis obligée de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, toutes les promesses qui ont été faites en disant tout ça, ce sont des promesses qui ont été tenues pour d'autres pays. Le Congo-Brazzaville a servi de marchepied, de tremplin pour le bonheur d'un autre peuple. Exactement la même chose que s'est passé dans l'apartheid de l'Afrique du Sud. Quand on analyse les dictatures, on est obligé de regarder les dictatures à fond ce qu'elles sont. C'est pour ça, lorsqu'on a analysé, comment est-ce qu'on a fait pour analyser notre approche? On a juste fait une projection il y a quelques semaines, avec mon propre argent, près de la rue de Rivoli, sur l'apartheid de l'Afrique du Sud. Les gens ont pleuré. Ils ont dit c'est comme au Congo-Brazzaville. C'est exactement ce qui se passe au Congo-Brazzaville. L'apartheid de l'Afrique du Sud a duré plus de 34 ans. Au Congo-Brazzaville, le système-là dure depuis plus de 40 ans. L'apartheid en Afrique du Sud, ils ont divisé les gens. Utiliser un groupe contre l'autre. Au Congo-Brazzaville, c'est la même chose, on a divisé nord-sud. Quand j'ai contacté les gens, entre guillemets, de l'USK ou des sudistes ou quoi que ce soit, ils étaient enragés contre les nordistes, enragés contre les Mboshi. Et ils me disaient, tu es une traître, comment oses-tu parler avec des Mboshi? Ils m'ont fait la liste de tous les gens, entre guillemets, opposants, en disant, voilà d'où ils viennent. Ils ont même une liste de gens pour dire, lui, ses grands-parents viennent du Bénin, lui du Kenya, lui, etc. Moi, je leur ai dit, non. Il faut comprendre le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est pas oh celui-là vient du Mali, celui-là du Bénin, ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est la prospérité pour tous. Et c'est possible. Parce que les gens, ils réalisent pas Singapour. Singapour est un pays qui n'a pas de matières premières, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de ressources premières, qui était plus pauvre que la plupart des pays africains dans les années 40. Aujourd'hui, Singapour est un pays très très riche. Maintenant, les gens disent oui, il ne faut pas la démocratie ou quoi que ce soit. Mais Singapour, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient voter, choisir leur leader. Quand leurs leaders sont venus faire campagne, la seule chose qu'ils leur ont dit, ils ont dit nous allons vous enrichir. Aujourd'hui, Singapour, le salaire minimum d'un habitant de Singapour, c'est 3 000 € par mois. Le Congo a reculé. Sur 60 ans, le Congo a reculé, Singapour a allé de l'avant. Je peux même parler du Japon. Beaucoup de gens n'aiment pas que je prenne l'exemple du Japon. Mais regardez le Japon. Le Japon a reçu 2 bombes atomiques. Hiroshima, Nagasaki. Le Japon, après la guerre, était totalement détruit parce que c'est le pays qui a reçu le plus de bombes. Quand vous regardez les images du Japon après la guerre, vous voyez les enfants avec des ventres de ballons. Aujourd'hui, le Japon a une puissance économique. Comment est-ce que vous expliquez l'essor du Japon, le bond qu'ils ont réalisé? Comment est-ce que vous expliquez ce miracle? Voilà, exactement, le miracle japonais. Et en fait, même le miracle de Singapour, c'est la compétence. Ils ont été compétents, ils ont été capables d'unir la population vers un seul but, rendre riche tout le monde. C'était ça leur but, rendre riche tous les Japonais. Donc j'ai compris ce qu'il y a. Au Japon, à chaque fois je donne l'exemple du Japon. Parce que quand vous regardez beaucoup d'Africains qui vont en Asie, mais c'est ça qui m'étonne, mais qu'est-ce que vous faites en Asie? Pourquoi vous n'étudiez pas pourquoi ils ont réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi? Parce que les gens disent oui, le Japon a une base militaire américaine depuis les années 45. Aujourd'hui, ils sont respectés. Le Japon a été colonisé. Ils sont respectés. Singapour aussi. Et ce message-là est difficile aux gens à comprendre.
Parce que certains se sentent insultés. Mais pourquoi ils se sentent insultés? Parce qu'on parle de compétences. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de gérer un pays, c'est beaucoup de gens qui souffrent. Mon langage est le même à Château-Rouge. Je pointe très clairement. En 3 ans, le Congo-Brazzaville pris comme ça, une équipe compétente peut le remettre sur pied totalement. Mais maintenant, il y a des gens qui vont bloquer cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus utiliser le Congo-Brazzaville comme marchepied pour le bénéfice d'un autre pays. Ils ne pourront plus utiliser les Congolais comme marchepied parce que certains prennent plaisir à photographier les Congolais et ils disent regardez comment ils sont médiocres. Pourquoi ça leur fait plaisir? Et je vais vous dire pourquoi ça leur fait plaisir. Parce que quand ils regardaient les images du Congo-Brazzaville dans les années 50, les Congolais étaient heureux. Pas tous, mais on les voyait bien habillés. On voyait Youlou qui était accueilli aux États-Unis. Même si on dit qu'aujourd'hui, mais je suis sûr que tout leader arabe qui est accueilli aux États-Unis par le président, c'est un honneur, qu'on le veuille ou non. Et ils étaient accueillis là-bas. Il y avait des jeux, des grands jeux comme olympiques qui avaient lieu au Congo-Brazzaville. Le Congolais, en France, c'est pour ça que je dis qu'il faut étudier l'histoire du Congo-Brazzaville. Dans les années 40, mais tout le monde voulait... Vous êtes un homme congolais, mais toutes les femmes sont derrière vous. Parce qu'elles veulent se marier avec un Congolais. Bon, les Congolais, c'est même pas la peine parce que les Congolaises, ils savaient que bon, c'est pour les Congolais. Mais elles se disaient au moins se marier avec un Congolais, même sortir avec un Congolais. C'est-à-dire que tout ça, ça a été détruit sciemment. Ça a été fait exprès. Il y avait même un complot qui a été fait et certains ont décidé d'essayer de posséder des documents dans les années 60 contre le Congo-Brazzaville. Leur travail était de détruire le Congo-Brazzaville, c'est ce qu'ils ont fait. Leur travail était de rendre les Congolais de Brazzaville bêtes, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, je vous laisse continuer. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de Singapour, du Japon. Je me dis, mais tiens, mais effectivement, vous avez creusé, vous avez cherché, et puis vous dites que ces gens-là, ils ont en quelque sorte achevé un complot. Les promesses qu'ils ont faites, les promesses qu'ils ont eu à faire au peuple congolais, c'est des promesses qu'ils n'ont pas réalisées en intra, mais ils ont dû les réaliser à l'extérieur, vers au profit d'autres peuples. Alors, j'ai l'impression que, enfin pas seulement l'impression, je pense que vous en savez un peu plus. Ils ont réalisé ces projets-là dans quel pays, par exemple? Alors, comme vous dites, quand on étudie les dictatures, comme je dis, j'ai pris des cours aux États-Unis. Il existe des sessions, vous pouvez aller pendant 1 mois, etc. Il faut les étudier, etc. Donc ça permet de mieux, comme on dit, pour comprendre les dictatures, il faut comprendre ce que c'est derrière. D'accord? C'est beaucoup de cours derrière, etc. Et ensuite, après, il faut chercher des évidences, analyser les discours. Donc, vous analysez tous ces discours des pouvoirs en place chaque année. Et ensuite, vous pouvez rechercher pays par pays. Vous trouverez les pays où ça a été réalisé. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, au Congo-Brazzaville, ce qui s'est posé, c'est que la classe dirigeante du Congo-Brazzaville a travaillé pour un autre pays. Voilà. C'est-à-dire que quand il parle de pays émergents, bon, la France est déjà un pays émergent et développé. C'était pour un autre pays. Ce n'est pas pour le Congo-Brazzaville. Je vais revenir encore aux sapeurs au sujet de, comme on dit, la jeunesse. Comme je vous dis, la jeunesse a été complètement décimée. Je vous ai expliqué. Tout a été détruit. Je vous ai expliqué. Et que c'était fait exprès. Je sais que c'est fait sciemment, en fait. C'est fait sciemment, exactement. Et ce que je veux dire aux jeunes Congolais, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Aux vieux aussi, aux personnes aussi, il ne faut pas perdre espoir parce que l'exploit de Singapour, de Japon, montre qu'il est tout à fait possible de relever totalement un pays. Et en analysant le Congo-Brazzaville, en 3 ans, le Congo-Brazzaville peut être totalement relevé. Quand vous regardez Singapour, on n'avait pas de ressources premières. Singapour n'a pas de pétrole, n'a pas d'or, ni quoi que ce soit. Et ils ont relevé leur... Maintenant, au sujet des opposants qui sont payés, etc., etc. Bon, les faux opposants, nous on appelle ça les faux opposants. Hein. Donc vous pouvez prendre l'exemple des Kurdes, hein, l'exemple des Kurdes qui ont une opposition ici. Certains de leurs leaders ont été assassinés ici en France. Comment ils ont fait? C'est que leur dictature envoyait en France des gens pour se poser comme opposants. Donc quand ils étaient opposants, ils ont pu avoir beaucoup d'informations, etc., etc. Et ces opposants kurdes qui se cachaient, qui étaient en sécurité, qui se cachaient, ont pu, leur information sur leur lieu d'habitation, etc., etc., ont pu être découverts à cause de ces faux opposants. Et c'est comme ça que certains ont été assassinés. Donc l'histoire, quand on étudie les dictatures, l'histoire des faux opposants, des gens qui font semblant, c'est une tactique des dictatures. Maintenant, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que quand on regarde les dictateurs africains ou quoi que ce soit, eux-mêmes ils sont piégés.
Voilà, c'est difficile parce que voilà, quand on étudie la dictature, on comprend bien ce qui se passe. Eux-mêmes sont piégés. Si aujourd'hui les gens du pouvoir au Congo-Brazzaville voulaient dire ah non, bon, j'ai plus envie de faire les trucs de dictature, hein. Voilà, j'ai fait beaucoup de mal, etc. Je regrette et je veux la paix avec les gens, je veux bien m'entendre, je veux faire quelque chose pour eux bientôt et tout ça. Mais le jour même, ils vont les épouiller. Parce que déjà la population va être en colère. Voilà, avec tout ce qu'ils ont fait, puisque au Congo-Brazzaville, chaque famille a quelqu'un de sa famille qui est mort de manière tragique. Donc c'est une population qui est traumatisée. Voilà, si vous avez votre frère qui est mort, vous avez vu mort de façon tragique, bah vous dites je suis vivant, vaut mieux autant que voilà, j'essaie de, etc. Voilà. Donc la situation du Congo-Brazzaville est une situation vraiment particulière. D'autant plus que, comme on dit, avec les vagues migratoires, etc., donc comme ils disent, comme ils disent même, il y a un certain marché, entre guillemets, comme ils disent, si tu es Congolais, on te chasse du marché pour qu'entre guillemets les Westaf puissent se vendre. Vous voyez toutes les divisions qu'il y a. Donc c'est très complexe et le meilleur moyen pour les gens actuellement du Congo-Brazzaville, c'est comme je dis, c'est vraiment d'étudier l'histoire du Congo-Brazzaville à partir des années 40. Ne pas commencer seulement à partir des années 60-70. Commencer à étudier l'histoire du Congo-Brazzaville à partir des années 40. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de Congolais de Brazzaville qui n'étaient même pas au courant que Lissouba avait été Premier ministre dans les années 50-60. Voilà. Ils ne sont pas au courant. Donc là, voilà, ils ont voté pour lui, ils croyaient que c'est un homme neuf, etc. Ils n'étaient pas au courant. Voilà. Il y a beaucoup de choses que les Congolais ne connaissent même pas sur leur propre histoire. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent même pas sur l'histoire de l'Afrique. Vous parlez des pays africains qui réussissent, etc. Vous me parlez du Sénégal, etc. Moi, je prends cela. Moi, je parlais du Botswana. Le Botswana qui a les diamants, etc. Le Botswana, au Botswana, ils ramassent le diamant et ils travaillent le diamant sur place. Ils ne vont pas, ils déterrent et puis ils envoient à l'étranger. Non. Ils travaillent leur matière première sur place. Le Botswana, c'est un bon exemple. Et le Botswana, personne n'en parle quasiment. Moi, quand j'ai visité l'Afrique du Sud, j'ai cherché, etc., j'ai aussi vu le Botswana. Si, il y a des exemples. Les exemples existent en Afrique. Voilà. Sauf que, effectivement, on n'en parle pas. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Voilà. Tant mieux pour eux, peut-être tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Exactement. Et donc, du coup, j'ai quand même un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre. La vente des terres au Congo. Vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, nous, quand il y avait eu les 12 000 hectares, donc on a intervenu et quand vous souvenez... Vous êtes intervenu en tant que... donc, comme j'ai dit, pour aider ces gens-là, et vous vous souvenez qu'à l'époque, en gros, quelque part, Kagame avait laissé un peu, il ne comprenait pas du tout pourquoi, etc. Bon, nous, quand on est allé, moi-même, aux États-Unis pour rencontrer, pour discuter avec les gens du pouvoir américain, pour leur expliquer la situation de ces 12 000 hectares de terre, et que y a des gens qui habitent dedans, et que, voilà, à l'Élysée aussi, il y a des gens qui habitent dedans, etc. Où est-ce qu'on va les mettre? Et on a pu expliquer la situation. Et voilà. Et ces gens-là, il faut comprendre l'économie du Rwanda est basée sur quoi? Les gens prennent l'exemple du Rwanda. L'économie du Rwanda est basée sur le pillage du Congo, de la RDC. C'est-à-dire que même là, le Qatar a décidé, s'est dit, oh là là, parce que le Qatar veut une belle image. Ils veulent une belle image, ils ont raison, parce que ça développe le tourisme. Les gens viennent au Qatar, dépensent beaucoup d'argent. Si maintenant le Qatar a une mauvaise image, c'est attardé. Le Qatar a compris que beaucoup de choses qu'ils achetaient au Rwanda ne venaient pas du Rwanda, étaient pillées en RDC avec la population qui était tuée. Et donc le Qatar a commencé à comprendre. Voilà. Donc les gens donnaient l'exemple du Rwanda, etc. Nous, on est là même aussi, à un moment il y avait, entre guillemets, le Rwanda avait mis une politique, entre guillemets, ils allaient accueillir les réfugiés d'Angleterre, vous avez entendu. Et ils disaient aux Anglais qu'ils avaient de l'espace, vous avez entendu. Les Anglais n'étaient pas au courant de la réalité. Heureusement, il y a eu les élections parce que moi-même, j'ai vécu aussi en Angleterre, etc. Je suis allée en Angleterre, j'ai dit aux gens, non, il va falloir vous expliquer aux Anglais la vérité, parce que la vérité rend libre. Donc il faut expliquer aux Rwandais, aux travaillistes, etc. Parce que les travaillistes, c'était ceux qui étaient capables de comprendre, puisque Sunak lui-même, il vient d'une famille indienne d'Afrique. C'est pour ça qu'on vous dit d'étudier l'histoire de l'Afrique. Ces familles indiennes étaient chassées de l'Ouganda. Donc pour eux, leur famille, c'est un drame. Ils ont été chassés de là-bas, ils ne portent pas les Africains sur le cœur. Le seul moment où ils veulent retourner en Afrique, c'est prendre possession des terres africaines.
Donc on est allé leur expliquer aux travaillistes que le Rwanda vous avait dit et a reçu l'argent qu'ils avaient de l'espace. C'est faux parce qu'ils sont allés prendre des terres au Congo-Brazzaville et le plan derrière, c'est d'envoyer tous ces gens-là au Congo-Brazzaville pour continuer la guerre et dépopuler les Congolais. Les Congolais ne vous ont rien fait, ils ont le droit d'habiter quelque part. Nous, on a l'expliqué, comme ici on explique, etc. On a expliqué exactement ce qui se passe. Et on a dit très clairement, on a expliqué dans différents endroits, différents Africains, on a dit, s'il vous plaît, si les travaillistes, votez pour les travaillistes, parce que, si vous regardez bien Castammer, la première mesure a dit, si on est élu, ça sera la première mesure qu'on va enlever. Vous pourrez vérifier. Dans leur campagne, ils ont été élus. Première mesure qu'ils ont enlevée, c'est cette mesure. Et malheureusement, c'est pour ça que cette mesure était importante. Dès qu'ils ont enlevé cette mesure, vous avez entendu les émeutes. Les émeutes étaient liées à cette mesure parce que les gens n'étaient pas contents qu'on enlève cette mesure. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, ils ont manipulé les conservatifs pour un agenda autre que les intérêts de l'Angleterre, pour un agenda autre qu'on ne sait pas quoi. Et ce qu'ils espéraient, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, il faut étudier à fond les choses et dire aux gens la vérité. Parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui, en gros, veulent vivre en paix tranquillement. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas trop contents de voir voilà, tous les migrants ici, etc., etc. Ils préfèrent, comme on leur explique bien. Pourquoi moi, je suis venu, comme on dit, dans la rue pour faire campagne? C'est pour expliquer aux Français, à tout le monde, qu'effectivement, comme vous avez vu, il y a eu le Front National, Marine Le Pen qui est arrivée aux législatives en tête parce que ça grossissait. Les gens ils pensaient qu'il fallait attendre les élections présidentielles ou les gagner ça. Pourquoi? Parce que l'immigration, voilà, il y a une pression qui vient de gens qui sont désespérés. Et nous, moi, j'explique pourquoi il y a ça. Il y a ça, c'est pas parce que, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est parce qu'ils rêvent de Paris, tout ça. Non, c'est pas ça. Il y a des gens, moi, qui rêvent, ils peuvent venir une semaine, après rentrer chez eux. Mais pourquoi quand ils viennent, ils sont désespérés, même en hiver, avec les bras congelés, à vendre des petites trinquelées à 3 €, etc. C'est parce qu'ils savent ce qui se passe localement. Nous-mêmes, moi-même, je suis allée voir ce qui se passe localement dans les pays africains, dans les villages. En tant que, voilà, moi-même, avec mon propre argent, on voit ce qui se passe, même au Congo-Brazzaville. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est les Africains ont beaucoup de pudeur. Ce ne sont pas des gens, entre guillemets, je vais étaler pour avoir de l'argent. Comme certains, vous allez ils vont vous étaler la chambre cachée, donnez-moi de l'argent et tout ça. Les Africains, vous pouvez aller dans des endroits, les gens vont peut-être même pas manger tous les jours, ils vont manger un jour sur deux, mais vous n'allez même pas le savoir. Vous n'allez même pas le savoir. D'accord. Donc nous on a expliqué, il faut expliquer aux gens ce qui se passe et bien évidemment donner les faits. On a donné les faits, on a fait des différents dossiers, on envoyait aux politiciens en Angleterre, on envoyait à ceux qui faisaient campagne pour expliquer que les conservatifs de Sunak, expliquer que le conservatif de Sunak, déjà en plus, il y avait l'histoire de l'Ouganda, etc., pour qu'ils comprennent qu'ils fassent le bon choix. Voilà, qu'ils fassent le bon choix. Et là, même quand vous pouvez analyser les résultats. Sunak a été, où est-ce qu'il a eu beaucoup de voix? Il a eu essentiellement des voix dans les quartiers musulmans. Conservatifs, c'est la première fois qu'on a analysé essentiellement des quartiers musulmans, les conservatifs. Okay. Et donc pour vous, donc l'histoire des terres du Rwanda, enfin l'histoire des terres qui ont été concédées au Rwanda, est une histoire. Donc vous avez mené un combat là-dessus, voilà, à informer les différentes parties en présence. Et aujourd'hui, le débat n'a pas cessé au Congo-Brazzaville à ce propos. Et donc le gouvernement maintient bec et ongle que bon voilà, ils n'ont pas vendu les terres, ils ont donné je sais pas quoi une autorisation provisoire, etc. Alors, voilà, donc ils veulent pas, ils lâchent pas prise en fait, malgré la grogne de la population, du peuple, le gouvernement ne lâche pas prise. Alors qu'est-ce que cela cache? Est-ce qu'ils ont réellement reçu de l'argent pour avoir rendu les terres?
et que là, ils sont dans l'impossibilité de rendre l'argent. Alors, le gouvernement peut mentir. Très bien. Ça, c'est clair qu'ils ont menti. Voilà. J'ai pas dit ils ont menti quoi, j'ai dit peut mentir. Parce que moi, comme je dis, j'attends peut mentir. Que la population n'est pas contente qu'on vende leurs terres, c'est normal. Parce qu'en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, qu'est-ce qui a fait que les gens n'étaient pas contents vraiment? Les gens étaient dans leur village, ils pouvaient éventuellement aller travailler dans les mines, on leur payait un peu d'argent, etc. C'est le moment où on les a enlevé leurs terres pour les mettre dans les Bantoustans. Là, les Rwandais sont en train de faire exactement les choses que de l'apartheid. C'est pour ça, à chaque fois, je vous parle de l'apartheid. J'ai analysé le cas du Congo-Brazzaville. Les Rwandais sont en train de faire les mêmes choses que le cas de l'apartheid. Parce que sans doute que les Rwandais se considèrent comme les Blancs d'Afrique. Ils ne se considèrent pas comme les Négros d'Afrique. Et c'est pour ça qu'on dit d'étudier l'histoire de l'Afrique. Quand les gens vont étudier l'histoire de l'Afrique, qu'ils étudient l'esclavage arabo-musulman, qu'ils étudient l'esclavage occidental, pourquoi tous ces deux esclavages-là? Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que ça tournait certains Africains, certains Noirs, en tirant des propres Noirs, parce qu'ils se sentaient blancs, voilà, supérieurs aux autres, et que pour eux, donc les Rwandais se sentent, pour eux ce ne sont pas des Africains. De toutes les manières, il y a une étude qui a été faite grâce aux Anglais, puisque les Anglais avaient colonisé. Ils ont une autre manière de coloniser. Quand ils faisaient les colonies, etc., ils gardaient toujours, comme on dit, les documents sur tout, les photos, etc., etc. Kagame, grâce à un Américain, un enseignant américain, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, Kagame vient de Somalie. D'accord. Quand on regarde l'histoire du Rwanda, les Tutsis historiques, ils ressemblaient exactement aux Hutus historiques. Les gens de Kagame, on les appelle maintenant les Tutsis, sont venus, ont décimé les Tutsis, les ont remplacés. Parce qu'il faut savoir qu'en 1972, par exemple, il y avait déjà eu un génocide des Hutus au Burundi. Par les Tutsis, voilà, au Burundi. Mais tout ça, c'est le même endroit. Les Anglais, quand ils ont déplacé les populations, parce qu'eux-mêmes, ils visitent régulièrement, vous voyez, les Anglais, ils adorent voyager. À chaque fois, ils prennent toujours des photos des différents peuples, des différentes ethnies. Là, quand on a étudié l'histoire, on est allé demander, aller aux archives anglaises, découvrir c'est quoi les peuples des Tutsis. Eh bien, on découvre que les Rwandais actuels ne sont pas du Rwanda. Les Tutsis là, on appelle ça les Tutsis, ne sont pas du Rwanda. C'est-à-dire c'est un peuple qui est venu éliminer la population locale, les Tutsis locaux, pour les remplacer. Okay. Et là, c'est pour ça que je dis aux populations... Eux venaient d'où? De la Somalie? De la Somalie, mais même, en fait, en gros, quand on regarde bien, c'était des peuples d'Asie centrale de l'Inde qui ont migré pendant l'Empire perse. Et maintenant, la question qui se pose, même aux Somaliens, les Somaliens négroïdes, qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous, on vous a tué avant qu'ils se déménagent? Donc là, comme on dit, ça c'est juste un exemple. Il faut étudier l'histoire. Si vous n'étudiez pas l'histoire, mais votre Kagame, vous ne pouvez pas aller chercher, du coup, il faut qu'on aille chercher chez les Indiens pour voir un peu, voilà, chercher les villages où ils viennent là-bas en Inde. Parce que vous croyez qu'il y a un peau noire, mais les Indiens aussi un peau noir. Regardez les traits de visage, etc. Donc vous voyez comment mène l'ignorance. C'est vrai que l'histoire est importante. C'est important de connaître son histoire d'abord. C'est très très important. Mais là, dans le cas du Congo ou dans le cas des pays comme le Congo, il y a une priorité. La priorité, c'est faire partir la dictature.